Cher Julien, très heureux de te voir au Salon du Livre à Montsartou. Est-ce que je peux te demander pourquoi tu as adhéré au Polarophile Tranquille ? Parce que j'ai été frappé du fait que la littérature policière ancienne n'était absolument plus connue aujourd'hui. Et le travail que fait les Polarophiles Tranquilles sur la remise en valeur de ce patrimoine méconnu m'a paru assez intéressant pour que j'y adhère et pour que j'y écrive chaque fois que je le pouvais. Voilà, à l'occasion, l'association comprend un peu plus de 200 adhérents sur toute la France et quelques-uns à l'étranger. Et nous participons tous les ans au Salon du Livre de Montsartou. Nous allons donner quelques répliques de notre ouvrage « L'étrange cas du Dr Green et de Mr Chase ». La scène se passe à Vevey, en Suisse, sur une terrasse de café. Monsieur Graham Greene, l'auteur du Troisième Homme, de La puissance et la gloire, de Tueur à gages et autres fleurons du roman anglais moderne, sirote un brandy tandis que ses yeux bleus errent paisiblement sur la surface du lac Léman. Ce pourrait être une idée parfaite qu'on se fait du paradis sur terre, mais M. Green est légèrement irrité. Le brandy n'a pas le même goût que celui qu'il buvait adolescent à Berkhamsted. Cette Suisse affadit tout décidément. Boissons, nourriture et jusqu'au talent des écrivains étrangers qui s'y réfugient. Ces réflexions sont interrompues par l'arrivée d'un autre écrivain, Mr. James Hedley Chase, dont les polars de haute consommation ne sont plus à présenter. Mr. Chase s'assied en face de son confrère, mordillant nerveusement sa moustache. Ici commence le dialogue proprement dit. Mr. Green a la parole. Mr. Green, je vous vois venir. Vous allez revenir sur la gestion de notre succès. Oui, et plus particulièrement en France. Car la vérité m'oblige à dire que vous avez bien manœuvré et que l'imprévu est entré dans votre plan comme s'il y avait été de tout temps. Donc, Chase rencontrant outre-Manche un succès monstre, le public français était devenu l'objet de tous nos soins. Ne restait plus qu'à exploiter ce succès en le bétonnant au maximum, y compris sur le plan littéraire. Plus de folie, plus de pseudo-farfelus, mais une exploitation rigoureuse de nos recettes. Mais vous avez raison lorsque vous dites qu'au moment où j'ai commencé les Chaises, je n'en imaginais pas toutes les possibilités, obsédé que j'étais par la guerre et le besoin de gagner vite de l'argent. C'est l'intérêt de Marcel Duhamel, directeur d'une série noire fraîchement éclose, pour notre œuvre, qui m'a donné à penser. En effet, dès 1944, Marcel Duhamel avait réussi à venir en Angleterre pour faire le plein de droits de traduction avant de lancer sa collection. Il revint en France avec, dans sa besace, ceux des enquêtes de Lemmy Caution et de Pas d'orchidée pour Miss Blendish, James Hadley Chase et Peter Cheney, conquérant le pays de Descartes. Pourquoi pas ? Cela ouvrait un marché important. Vous savez qu'après tant d'années passées à lutter pour ne pas tomber dans le besoin, j'avais pris l'habitude de faire feu de tout bois. Avec Pas d'orchidée, on ne pouvait rêver meilleure allumette. Traduit par Marcel Duhamel en personne, le livre cassa la baraque, à un tel point que le succès commercial qu'il avait obtenu en Angleterre, et Dieu sait qu'il fut grand, nous parut soudain bien pâlot. Le flair de Marcel Duhamel avait payé, et je compris aussitôt tout l'intérêt d'une collaboration avec ce personnage. Chase était lancé. Pas d'orchidée pour Miss Blendish, reconnu comme le maître étalon du polar hard-boiled en France. Nous n'avions plus qu'à alimenter, à nous trois, le succès. À nous quatre. Pardon ? Vous m'avez fort bien entendu. Il ne faudrait pas compter pour rien la personne qui en France fut notre agent littéraire commun, Madame Bradley. Et oui, il n'y a pas que notre conseiller fiscal que nous partagions. Et c'est un nouveau détail qui révèle notre collusion. Le plus important peut-être. Madame Bradley était déjà mon agent littéraire en France. Et je pus suffisamment apprécier ses qualités d'efficience et de discrétion pour me décider à la mettre dans la confidence et à la convaincre de s'occuper de vous. Ajoutez à cela une proximité géographique très pratique.
Elle habitait à Paris l'appartement au-dessus du mien. Et comme vous veniez vous-même vous installer dans la capitale française, nous pouvions donc nous voir régulièrement, tous les trois, afin de discuter du business Green Chase. Madame Bradley était une perle. Non seulement elle était capable de garder un secret, aussi important que le nôtre, mais son attitude à le protéger relevait quasiment du miracle. C'est une autre de ses qualités à ne pas oublier. Le succès des Chase générait non seulement des droits d'auteur importants, dont cette calme et efficace personne s'occupa mieux que tout autre, mais elle attirait aussi une foule de curieux, au premier rang desquels les journalistes. Or, il fallait à tout prix éviter les interviews de James Hadley Chase, sans quoi votre incompétence à parler de votre œuvre, et pour cause, eût dessillé les yeux les plus aveugles. Nous devions mettre un obstacle à la curiosité des kidam. Et si l'interview était décidément inévitable, il fallait en contrôler au maximum les circonstances. Donc, en premier lieu, peaufiner votre image publique. Un homme discret, refusant de parler de son œuvre, affirmant même détester le polar et n'écrire que pour gagner de l'argent. Et fuyant, terriblement fuyant. Souvenez-vous de l'anecdote que raconte Robert Deleuze. Jean-Paul Kaufmann, journaliste au Matin de Paris, avait obtenu, non sans mal, rendez-vous avec Chase, au domicile de l'écrivain. Il s'y rend, sonne. L'épouse de René Brabazon Raymond, le véritable nom de Chase, l'accueille, le fait entrer, s'asseoir. Elle passe dans une autre pièce, probablement le bureau de James Hadley Chase, et on revient quelques minutes plus tard avec le roman de l'auteur, dédicacé. Ce jour-là, Jean-Paul Kaufmann n'a rencontré ni René Brabazon Raymond, ni James Hadley Chase. Mais pour les mauvaises langues, il peut toujours certifier qu'une épouse existe. Il fallait décourager les journalistes, mais en même temps ne pas les rebuter. Je voulais simplement qu'on parle de Chase sans l'approcher, comme d'un phénomène sulfureux. Succès de scandale, comme en Angleterre ? Succès de scandale. Et ça n'a pas raté. Au niveau des journalistes, du reste, comme de la critique. La fin d'un bluff de Thomas Narcejac est là pour le prouver, ainsi que les critiques de Jean-Patrick Manchette, prompt à vous qualifier de star du clinquant, du hard-boiled. Bon sang, vous teniez réellement à ce que je me fasse étriller des deux côtés de la Manche. Je ne sais si votre sadisme secret y trouvait son compte, mais tout de même, vous auriez pu me faire profiter plus vite de votre réseau de critiques littéraires en France. Dès l'après-guerre, il était en place. Cela m'aurait épargné bien des bastonnades. Au cours desquels seul votre amour-propre fut blessé. On s'en remet vite, si on a la peau dure. Mais quand vous dites que je n'ai pensé qu'à moi, vous êtes injuste. Cette critique littéraire, j'avais espoir de me la concilier, pour mes œuvres d'abord, mais aussi à la plus long terme, pour les vôtres. Je vous l'ai dit et redit, je tenais à ce qu'on parle de vous en France, puisque les Chase marchaient du tonnerre là-bas. Mais sans relais critique, sans journaliste pour vous débusquer, sans littéraire pour faire l'exégèse de votre œuvre, un succès, cela s'épuise. Et maintenant que j'entrevoyais toutes les possibilités de notre association, je tenais à ce que celle-ci soit durable. Comment y parvenir ? Il en est de la critique parisienne comme de tout groupe professionnel en France, fortement centralisé et constitué en un réseau tenu par quelques hommes clés. Obtenir le soutien de ces hommes-là, c'était donner à l'œuvre de Chase un bon succès critique, en même temps que l'assurance d'être protégé par le système. En cas de soupçon mal avisé de notre activité, mais nos Chase venaient à peine de débarquer en France, et si le roman policier rencontrait un gros succès populaire, la critique française faisait encore la fine bouche. La conquérir demandait du temps, il fallait comprendre comment le réseau parisien fonctionnait, déceler les diverses zones d'influence, bref, s'imprégner de la loi du milieu. Voilà pourquoi vous n'avez pas immédiatement joué sur les deux tableaux. Vous avez d'abord assuré le succès de vos livres officiels là-bas, en vous liant avec certains critiques ou romanciers influents, et en premier lieu François Mauriac. Or, vous partagez avec Mauriac, outre la foi catholique et une fascination pour le problème du mal, cette volonté ambiguë d'être un homme de réseau.
Parce que sous ces airs de provincial bordelais monté à la capitale, Mauriac était en fait le plus brillant fleuron de la vie parisienne. Il avait ses entrées partout. Bref, comme l'affirmait le féroce André Ribot, avec la parade de l'ascétique, il ne manquait pas un souper, pas un théâtre, pas un honneur. Il écrivait dans les plus prestigieux journaux de l'époque, La Table Ronde, l'Express, Le Figaro, et son bloc-notes était suivi par des centaines de milliers de lecteurs. Obtenir l'appui d'un Mauriac, c'était donc s'assurer le contrôle du réseau critique parisien, jusque dans ses coteries les plus fermées. Mais vous aviez assez soupesé le personnage pour savoir que, malgré l'admiration littéraire qu'il avait pour vous, il ne lâcherait rien sans contrepartie. C'est pourquoi je lui ai proposé d'introduire ses livres en Angleterre. Profitant de ce que j'étais encore éditeur adjoint chez Eyre et Spottiswoode, ces derniers récupérèrent les romans de Mauriac et je me servis de toutes mes relations littéraires et journalistiques pour que ses œuvres eussent le succès critique dont il m'était redevable. J'ai réussi même à faire venir Mauriac à Londres et à organiser une réception pour lui, ce qui, en ces temps de pénurie, tenait du miracle. En introduisant Mauriac en Angleterre, vous lui redonniez en somme l'éclat de la nouveauté. Il retrouvait dans un pays différent les succès commerciaux et critiques de sa jeunesse. Après cela, il ne pouvait plus me refuser son appui. Il préfaça La puissance et la gloire dès 1945 et, fort de cette introduction puissante, mon roman a été en France le premier de mes best-sellers. Surtout, il me présenta à nombre de ses connaissances, me faisant bénéficier de ses appuis critiques et éditoriaux. Ils me furent des débouchés précieux lorsque je voulus non seulement publier mes livres en France, mais aussi mettre en valeur les auteurs auxquels je tenais le plus. Parmi lesquels un certain James Hadley Chase. Voilà. D'ailleurs, dans une bibliographie qu'il me consacre, William G. West revient sur cet échange de bons procédés. Et c'est ainsi que, main dans la main, nous avons marché tous deux vers le succès parisien. Voilà un extrait de notre essai divertissant sur la vérité du cas Graham Greene, James Hadley Chase. Nous espérons qu'il vous aura un peu diverti et que vous y apprendrez toutes les choses que nous avons et qu'il vous donnera envie de lire l'essai que nous avons publié.